Bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouveau numéro du podcast Dragonfly sur l'intelligence artificielle. Nous allons explorer aujourd'hui les dernières innovations en matière d'IA. Nous nous intéresserons particulièrement à un cas d'usage fascinant concernant la cybersécurité, développé par l'équipe CTI d'Intrinsèque. À mes côtés, comme toujours, Franck, Théo et Camille. Cette semaine, Adobe a créé une première solution pour générer des vidéos avec des images sous licence qu'ils ont intégrées à leur logiciel de montage. Aux États-Unis, Channel One a lancé le premier JT 100% IA où seules les images de reportage sont réelles, tout le reste étant généré par intelligence artificielle. En Chine, Manus IA a été lancé le 6 mars par Mona AI avec de grandes promesses marketing d'autonomie révolutionnaire, mais les premiers retours semblent plutôt décevants. Enfin, Google a présenté Gemini 2 Flash, leur nouvelle IA pour la gestion des images. On va voir justement une démo de Gemini de Flash, c'est ça Franck? Oui, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Gemini de Flash est un outil expérimental pour la gestion d'images. On peut lui demander de fabriquer directement des images et ensuite les modifier via des instructions en langage naturel. Par exemple, je vais lui demander « Je voudrais voir Emu sur scène qui joue de la guitare, ambiance festival de rock avec une grosse foule » et vous voyez qu'il génère l'image. Ce qui est vraiment nouveau par rapport aux versions précédentes, c'est qu'on peut interagir directement avec les images. Je vais lui demander un mouton qui a des ailes et qui vole dans un univers féerique et naturel, style cartoon Pixar. Maintenant que l'image est créée, je peux lui dire « Fais-lui les yeux verts » et il va retraiter l'image en changeant juste cette partie. Je peux continuer à modifier l'image. Ajoute un chapeau à plumes, puis, dans la vallée derrière, mets quelques dragons qui volent dans le ciel et un qui crache du feu. Et voilà, ce modèle peut aussi prendre de la vidéo en entrée, faire des résumés ou des sous-titres scène par scène. Passons maintenant à notre sujet principal. Nous accueillons l'équipe CTI d'Intrinsèque qui va nous présenter un cas d'usage passionnant sur l'utilisation de l'IA en cybersécurité. Ombline, peux-tu nous présenter ton équipe et votre projet? Bonjour à tous. Je travaille depuis plus de 5 ans chez Intrinsèque au sein de la CTI et je suis en charge de l'équipe qui fait toute la partie Digital Risk Protection et IASM pour nos clients. CTI signifie Cyber Threat Intelligence au sens renseignement. Notre but est vraiment de réduire la surface d'attaque du client, d'anticiper les attaques pour éviter que nos clients ne se fassent attaquer. Notre mission IASM, External Attack, Surface Management, consiste à maîtriser la surface d'attaque externe du client. Nous identifions et sécurisons toutes les vulnérabilités externes de nos clients à travers plusieurs points. Découvrir toutes les ressources numériques exposées, domaines, sous-domaines, IP, serveurs. Analyser les risques et vulnérabilités associés. Et surveiller de manière continue pour détecter les nouveaux changements ou vulnérabilités. Dans notre travail, nous faisons une cartographie complète pour sécuriser la surface d'attaque et la réduire au maximum. Cela peut générer énormément de bruit informationnel. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie visuelle. Les domaines, sous-domaines et les ports, 80 et 443, des adresses IP. Pour réduire ce bruit, nous avons travaillé sur 2 prompts IA développés par Alix et Pierre, analystes du risque cyber dans mon équipe. Laissez-moi vous présenter ce que nous avons mis en place au niveau back-end et front-end. Avant l'introduction de l'IA, nous avions un orchestrateur qui déclenchait différents workflows, notamment pour l'énumération des noms de domaine. Ce workflow effectuait une capture d'écran de chaque sous-domaine en ligne et générait des événements qui étaient ensuite analysés par nos équipes dans une galerie appelée Annie. Le problème est que cela générait énormément de bruit et de faux positifs, prenant beaucoup de temps à traiter. Notre solution a été de mettre en place un filtrage basé sur l'IA pour analyser les images, réduire le bruit et diminuer la charge mentale des analystes. Nous avons créé un score de filtrage défini dans nos prompts. Si le score est supérieur à 90, l'événement est filtré avant d'être transmis aux analystes. Pour faciliter la mise en œuvre et permettre des modifications des prompts, l'équipe de développement a créé un fichier YAML qui peut être modifié par toute l'équipe. Chaque prompt a un nom, le modèle utilisé, le prompt lui-même et les critères de score. Nous avons sélectionné des modèles d'IA avec capacité de vision,
puisque nous travaillons sur des screenshots. Pour être vraiment sûr de ne pas filtrer des éléments pertinents, nous avons mis en place un second filtrage avec un autre modèle d'IA. Les deux modèles doivent être d'accord sur le score pour que l'événement soit filtré. Au niveau front-end, nous avons ajouté une section Analyse IA dans notre outil Annie, qui montre tous les résultats de l'exécution des différents prompts. Merci pour cette présentation. Pierre, peux-tu nous en dire plus sur le premier prompt que vous avez développé? Je suis analyste dans l'équipe d'Omblin depuis bientôt 3 ans. Le premier prompt que nous utilisons s'appelle Intentionally Exposed Website. Il nous aide à faire un premier tri parmi toutes les notifications que reçoivent les analystes chaque jour, qui peuvent varier de plusieurs dizaines à plusieurs centaines selon la taille du client. Ce prompt nous permet de savoir si le screenshot correspond à un site web volontairement exposé par le client. En effet, à partir des périmètres de nos clients, nous avons en visibilité tous les sites exposés sur différents sous-domaines, qui peuvent être des sites commerciaux, des portails clients ou des interfaces sensibles. Dans ce prompt, nous demandons à l'IA de trier les pages où on reconnaît qu'elles sont volontairement exposées. Portail client identifiable par des mentions comme « créer un compte » ou « mon espace client », présence de réseaux sociaux, contenu publicitaire, possibilité de rechercher des produits mis en vente. Oui. Le prompt détecte également différentes mentions sur le screenshot qui nous permettront de savoir si c'est pertinent d'alerter. Par exemple, si le screenshot présente une mention « forbidden », « erreur 404 » ou « access denied », nous savons que c'est simplement un message d'erreur et qu'il n'y a pas lieu d'alerter. D'autres paramètres attirent l'attention de l'analyste, comme un screenshot entièrement blanc, qui peut cacher un service non enregistré sur le screen, ou des mentions dans l'URL indiquant un environnement non définitif, pre-prod, UAT, dev. Très intéressant. Alex, qu'en est-il du deuxième prompt? Je suis également dans l'équipe d'Omblin. Le second prompt que nous avons développé concerne les domaines parqués. Ce sont des sites web qui avaient été achetés auparavant par des clients, comme par exemple terraco.com, mais qui n'ont pas renouvelé leur abonnement. Ces domaines sont alors laissés libres à l'achat par n'importe qui. Des personnes se spécialisent dans l'achat de domaines qui viennent d'expirer pour les revendre plus cher ou pour bénéficier du trafic. Ces domaines représentent environ 1/3 de nos détections quotidiennes, ce qui constitue beaucoup de bruit qu'on pourrait essayer d'enlever facilement. Initialement, nous utilisions des listes d'IP connues pour servir des pages parquées, mais nous avons constaté que c'était difficile d'identifier avec certitude qu'un domaine était parqué uniquement par son serveur d'hébergement. C'est pourquoi nous avons développé ce prompt Parked Domain pour avoir une analyse visuelle du screenshot. Dans notre prompt, nous avons listé tous les différents éléments de détection que nous faisons en tant qu'humains. Texte générique, présence de bannières publicitaires, liens vers des sites de commerce, mention de domaine à vendre, contenu très générique ou logo d'une entreprise spécialisée dans le rachat de domaines. Nous avons hésité à fournir le code source de la page à l'IA, mais nous avons constaté qu'elle avait tendance à se mélanger les pinceaux avec tous les composants du code, notamment les modules publicitaires au code offusqué. Finalement, le screenshot s'est avéré suffisant pour nos besoins. Le résultat est très intéressant pour nous, car nous avons quasiment que des domaines parqués correctement détectés par l'IA. Et pour le processus de validation, vous utilisez donc deux modèles différents? Exactement. Nous avons un premier prompt qui donne une note entre 0 et 100, et si ça dépasse le seuil de 90, nous demandons la même question à un second modèle, si possible différent. Si les deux modèles sont au-dessus du seuil, alors la notification est considérée comme traitée automatiquement et supprimée de nos outils. Et quelle est la volumétrie que vous adressez avec ces outils? Cela varie beaucoup selon les clients. Si nous lançons un client avec énormément d'actifs, nous pouvons facilement nous retrouver avec 10 000 événements à traiter. Les deux prompts devraient nous enlever environ 30% de la charge, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Pour les clients en production courante, nous sommes aux alentours de 400 événements par jour pour l'ensemble de nos clients. C'est impressionnant. Et quand prévoyez-vous de déployer cette solution? Si tout va bien, nous la lancerons la semaine prochaine. Nous sommes plutôt prêts et nous continuerons à affiner les prompts au fur et à mesure. Mais les premiers résultats sont tellement concluants que nous voulons gagner du temps rapidement. Franck, tu peux nous dire rapidement où en est la plateforme aujourd'hui? La plateforme continue de se développer avec de nombreux utilisateurs actifs, répartis sur plusieurs dizaines d'entreprises. Nous avons aussi vu passer plusieurs milliards de tokens depuis le lancement. C'est intéressant de voir que certains modèles, comme Sonnet 3.5, sont particulièrement populaires, suivis par GPT-4o et d'autres modèles récents.
Camille, qu'est-ce qui nous attend côté évolution de la plateforme? Sur les évolutions de la plateforme, nous avons eu quelques difficultés ces dernières semaines avec l'automatisation de la rédaction de documents directement depuis la plateforme. Nous avons développé des tools, des outils projets fichiers, pour obtenir un comportement similaire à ce qu'on trouve sur l'outil Clean, permettant de réaliser beaucoup d'automatisation sans développement. Cette fonctionnalité sera disponible d'ici 2 semaines en production. Cela va nous permettre d'accélérer sur l'automatisation du traitement documentaire, notamment avec l'adossement de notre portail aux fonctions de file système qu'on trouve sur GitHub. Vous pourrez interagir directement depuis la plateforme avec des documents, les questionner, les retraiter, et cela s'appliquera aussi à la gestion du code. Plus rapidement, d'ici la fin de la semaine, vous verrez apparaître la possibilité de modifier directement vos assistants depuis le front office, de les dupliquer, créer ou supprimer. Cela permettra d'étendre à tous les utilisateurs la capacité à créer des jobs automatisés avec des assistants. Concernant les transcriptions de réunions Teams, cette fonctionnalité est en développement et arrivera prochainement, après le retour de vacances de nos développeurs. Elle permettra aux personnes utilisant un casque de bénéficier des fonctionnalités de transcription assistées par nos assistants et de récupérer les conversations directement dans votre fil de conversation. Cette fonctionnalité transformera instantanément vos réunions en compte rendu et vous permettra de retravailler sur ce qui a été dit pendant la réunion. L'utilisateur bénéficiera aussi de retour de l'assistant pendant la réunion pour analyser son bon déroulement, faire du fact-checking en temps réel ou dans le cadre d'un processus de recrutement, vous suggérer des questions supplémentaires à poser aux candidats. Cela s'applique également aux démonstrations commerciales pour accompagner l'avant-vente. Franck, tu voulais nous parler du mode projet avec fichier, non? Oui, le mode projet permettra de produire des documents concrets comme des arborescences de fichiers. Nous avons découvert une analogie entre ce que font les développeurs avec leur arborescence de fichiers et ce qu'on peut faire avec des assistants et des prompts. En utilisant le langage Mermaid, qui permet de transcrire un schéma ou un processus en langage informatique compréhensible par la machine et visualisable par un humain, nous pouvons automatiser entièrement la génération de fichiers sans développer. Par exemple, en positionnant un diagramme de processus Mermaid à la racine d'un dossier, on peut orchestrer tout un workflow d'IA. Dans ce système, l'utilisateur peut déposer des fichiers dans un dossier et le processus va utiliser différents prompts successifs pour traiter ces fichiers, produire des résultats au format JSON et générer automatiquement tous les documents nécessaires. C'est comme un programme sans code qui s'exécute selon les règles définies dans les diagrammes et les fichiers README. Merci à tous nos intervenants pour ces présentations passionnantes. Nous avons exploré aujourd'hui comment l'IA révolutionne la cybersécurité grâce au travail de l'équipe CTI d'Intrinsèque, découvert les capacités impressionnantes de Google Gemini 2 Flash et entrevu les évolutions prometteuses de la plateforme Dragonfly. Un grand merci particulier à Omblin, Pierre et Alix pour leur partage sur l'utilisation de l'IA en cybersécurité. Si vous aussi vous avez des cas d'usage innovants à présenter, n'hésitez pas à nous contacter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast Dragonfly. Comme le dirait Franck, Dragonfly, la street tech à son apogée et ce n'est pas du fake.